Podcast. J'ai trouvé que ce CES était un écho du monde d'avant et ça m'a fait plaisir. Il y a de ça, mais il y a enfin, je trouve ça assez étrange d'avoir maintenant un truc où on présente des télés, ce qui était déjà le cas. C'est vrai. Mais peut-être d'ailleurs un peu moins parce que cette année il y a eu beaucoup de domotique. Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal parce qu'on sort de sa maison à nouveau pour ne parler que de technologie qu'on va installer chez soi, ce qui est quand même un grand virage paradoxal de la pandémie. Ouais. Le côté la domotique qui décante d'un coup d'un seul alors que on se remet à vouloir sortir. Et puis il y a les voitures électriques. C'est quoi ce délire de présenter des bagnoles, enfin, C'est ça de l'auto maintenant. Peugeot et Renault qui vont au CES, mais vraiment C'est l'effet Musk, ça, et c'est lui qui a tout cassé. Et alors je suis très très déçu, mes collègues n'ont pas voulu faire le titre Weezing se fait pisser les gens et Invoxia surveille le cœur des chiens. Surtout qu'en plus à la fin c'est les mêmes personnes derrière les deux boîtes, donc je trouvais la concomitance des annonces assez délicieuse, mais ils n'ont pas osé, ils n'ont pas voulu. Il y a quelque chose dans ce manque d'audace qui me rappelle un peu la communication d'Apple ces derniers temps. Ah, c'est plat, hein. C'est plat. En fait, j'y réfléchissais encore dans le métro parce que je prends le métro quand il fait trop froid. Parce que j'ai pas non plus envie de prendre le vélo quand il fait trop froid. C'est ton côté prolo. Je suis fragile. Oui aussi, voilà, on va dire ça. Et à quel moment c'est devenu... Parce que je pense que c'est datable dans le temps, ce côté... identifiable dans le temps, ce côté où... en fait, Tim Cook est un génie des systèmes, quoi. Et il systémise absolument tout, c'est son génie à lui, il le fait très bien, et du coup, tout ce qui fonctionne, il l'érige en système, et voilà, c'est comme ça que ça marche. Forcément, ça se fait au détriment de certaines choses, à commencer par un peu de créativité, un peu d'humanité, tout ça. Et je crois qu'il est conscient de ça, je crois qu'il essaye de compenser ça avec notamment toutes les initiatives d'Apple dans les trucs sociaux, trucs comme ça, mais que ça fait que renforcer le manque d'âme initial. Et que limite c'est encore pire dans ce sens-là parce que c'est une rustine qui tient pas, quoi. Est-ce que tu veux qu'on fasse l'épisode à l'envers? Ouais, vas-y. Allez, le pauvre petit papa Cook a réduit son salaire de 40%. Alors j'aime pas qu'on dise ça. J'aime pas qu'on dise ça. Donc je crois qu'il faut l'aider et lui donner des suggestions pour 2023. Et une des suggestions, ce serait bien, là encore, la présentation du HomePod, c'est la voix dépressive, et au bout de 2 minutes, j'avais envie de me mettre une balle. Ce serait peut-être bien de remettre un peu de sourire dans la manière dont Apple communique. Il y a un côté un peu... C'est l'hiver, on est dépressif, mais genre un hiver qui commence à durer, quoi, que je trouve... Enfin, je t'envoyais un message quand ils ont présenté les MacBook Pro, quoi, où je disais, j'en peux plus de cette boîte, j'en peux plus de cette putain de boîte. C'est vrai, non? Toutes les vidéos qu'ils ont dans le Apple Park, c'est devenu d'une fadeur, en fait. C'est tellement lisse et blanc que ça devient inhumain, quoi. Genre, on dirait que des fonds verts, tout. Genre, les gens glissent sur les surfaces, et puis il y a zéro aspérité, c'est genre, voilà, et en fait, j'arrive pas trop à comprendre la vibe qu'ils envoient. Pour moi, c'est pas seulement déprimant, c'est vrai qu'il y a un peu de dépression là-dedans, clairement, parce que tous les sourires, tout ça, ça marche pas, et puis c'est toujours le même langage avec des mots hyper gonflés aux hormones, quoi, mais qui marchent plus. Et qui ont, enfin, c'est drôle, ils ont transformé, on parle, tu sais, du langage fatigue, tu dois en avoir entendu parler en marketing, forcément, mais en fait, il y a des mots qu'ils répètent tellement souvent qu'ils en ont perdu le sens. Exactement. Et ils te font des phrases maintenant en te disant qu'ils font les meilleures puces de la planète, machin truc muche, mais tous les qualificatifs de la phrase ont été complètement vidés de leur sens. C'est des mantras. Par Apple elle-même. C'est devenu des mantras, ouais. Ouais. Et ce qui en sort, c'est juste un grand vide, quoi. Et au mieux, t'as une espèce de vision d'une sorte d'Élysée numérique qui donne au peuple la possibilité d'acheter des trucs trop chers. Et au pire, enfin, ça me paraît vraiment extrêmement hors sol, quoi. Et je trouve que l'application sociale et l'effort qu'ils font sur les tests du Mac Mini par l'association d'immigrants, tout ça, c'est encore pire, en fait, parce que ça instrumentalise quelque chose et ça essaie d'utiliser les forces vives extérieures pour justement
électriser un peu le truc intérieur qui n'a plus rien pour bouger tout seul, quoi. Mais je parlais, il y a quelques épisodes, du problème de l'organisation de la spontanéité, c'est un peu le même problème. Hein. Ils essaient d'organiser... Ouais. Et tu vois, je disais il y a quelque temps sur le blog que j'aimais malgré tout bien ces vidéos, et j'aimais bien quelque part, j'appelais à la fin du keynote. Ouais. Du keynote de la grand-messe où on rameute du journaliste. Mm. Et là, finalement, qui présente les MacBook Pro et le Mac Mini dans une longue vidéo qui est presque un mini keynote, quoi. Oui, qui est très long. Et ensuite, le lendemain, les HomePod, ils auraient très bien pu faire un spécial event avec ça. Quelque part, c'est très bien qu'ils aient pas fait de keynote. C'est peut-être aussi une manière, dans tout leur communiqué de presse, maintenant, ils ont un petit chapitre sur l'environnement. C'est peut-être aussi une manière pour eux de dire, regardez, on met pas plein de monde dans un avion pour ce genre de petits trucs. Il y a que l'iPhone et la WWDC qui méritent qu'on crame un peu de carbone. Mais en même temps, quelque part, ils le disent pas clairement, et je crois qu'il y a aussi quelque chose qui se joue dans les non-dits et dans l'incapacité d'Apple d'avancer certaines de ses valeurs. Et ça joue aussi sur ce côté un peu lisse, un peu... c'est presque une méduse, quoi. Oui. Il y a un côté blob. Oui, exactement, ouais. Et surtout, ce que je disais dans le blog, c'est si on tue les keynotes, c'est en fait en faisant plein de petits keynotes. C'est-à-dire, on refait comme dans les années 2000, où dans les sièges nationaux d'Apple, on invitait la presse nationale, on retransmettait sur grand écran, et ensuite, on avait les produits qui étaient... Donc, typiquement en France, on va à Iéna, on va à l'IBC, les journalistes, on les met tout en haut, on regarde le keynote, et à la fin du keynote, l'IBC a été complètement transformé, et on a les nouveaux produits, on peut les toucher. Ce qui serait exactement la même chose que d'envoyer les gens à SF, ou à Cupertino, mais local. Et surtout, il y aurait ce contact humain, et c'est peut-être ça que quelque part Apple a perdu avec ces vidéos-là. C'est, comme tu dis, effectivement, quelque part, elles n'ont pas d'aspérité parce que c'est des longues pubs, mais en même temps, d'un point de vue marketing et d'un point de vue communication grand public, je le comprends parfaitement et ça se justifie totalement. Bien sûr. Mais je pense que quelque chose se joue dans le fait qu'ils aient du mal à remettre de l'humain, et qu'ils refusent de décentraliser ce mot à la mode, le keynote, pour en faire un événement mondial, mais avec des vrais gens, quoi. Pas seulement un événement mondial à travers le streaming. Et j'y crois vraiment à ça, hein. Je crois qu'il y a quelque chose qui se perd là-dedans. Quelques-uns des moments les plus intéressants quand je bossais pour Apple, pour une boîte de com qui bossait pour Apple, c'était les meetings à Iéna. Et de voir du monde, et d'avoir un chef produit qui te présentait un produit, et d'avoir Gilles Alain qui t'expliquait comment ça marche Apple, parce que en quelques minutes, il y a une densité d'informations, et il y a aussi quelque chose qui passe dans le rapport physique. Et dans ta langue aussi, enfin, ça n'a rien à voir, bien sûr. Que t'as pas avec un écran. C'est clair. Je crois que c'est même souci avec l'Église actuellement. Les gens qui avaient la grille de bingo, vous pouvez cocher Arnaud et Cato. Désolé, hein, mais bon, un discours comme ça, unilatéral, avec une espèce de volonté d'universalité et en même temps une centralisation extrêmement forte des pouvoirs... Non, mais c'était toi qui disais que Tim Cook c'était pontifex, et c'est peut-être la chose la plus intelligente que t'aies jamais dit. Hein. Le problème, c'est qu'on les a déjà vus une fois dans la même pièce tous les deux. Donc ma théorie tient pas. Mais j'y tiens quand même. Mais je disais, il y a le Financial Times qui a fait une super série de papiers sur Apple et la Chine, et notamment un papier qui explique comment une partie des capacités industrielles de la Chine et du savoir-faire industriel de la Chine découle en fait du fait qu'Apple a formé les ingénieurs chinois, à créer des machines-outils, et quelque part à créer une capacité industrielle à travers Foxconn. Et c'est vraiment Apple comme entité supranationale, quoi. Et donc c'est ça, Tim Cook, enfin exactement comme l'Église catholique quelque part. Et Tim Cook, c'est le pape. c'est clair. C'est clair. Je soutiens que les deux sont interchangeables aujourd'hui. Ah, totalement. Mais Pascal Cagny, quand il disait que la France était la fille aînée de l'Église d'Apple, c'était un trait de génie. Enfin, oui. c'est évidemment ça. On le salue d'ailleurs au passage. Ceux qui savent, savent. Ceux qui savent, savent. On enchaîne. Mais tu vois, ces annonces MacBook Pro, Mac Mini, le HomePod, quelque part, comme on est décalé dans le podcast depuis ChatGPT et les soucis d'enregistrement, on s'est fait voler une semaine, donc au lieu de précéder les annonces, on les suit, et quelque part, ils nous ont mangé certaines de nos suggestions. Mais ça répond à des questions sur la transition Apple Silicon, ça répond à des questions sur la musique, c'est pas mal tout ça. J'étais assez content, très égoïstement, de la sortie du Mac Mini M2 Pro, pardon.
J'hésitais toujours, Acheter tu vois. Oui, voilà. C'est ce qui me paonnait. Le problème, c'est qu'après, ils vont sortir l'iMac et je voudrais l'acheter à nouveau. Du coup, ça m'ennuie un peu et c'est un vrai problème. Parce que qui dit Mac Mini dit forcément écran externe et du coup caméra externe, tout ça, enfin, tout ce Ouais. bordel de trucs. Et j'avoue que j'aimerais bien. Enfin, le tout en un est quand même assez tentant, c'est sûr, mais bon. Qui est un problème que j'avais chez MacG, où donc à la maison j'ai un iMac, chez MacG j'ai un Mac Mini, et où j'avais un dock USB, enfin c'est un vrai bordel entre Ouais. l'écran 4K, du coup j'ai pas de webcam, comme c'est un vrai bordel. Problème que j'ai réglé en mettant un peu plus d'argent. J'ai testé sur MacG il y a quelques jours un dock Thunderbolt, le dock de Corsair, et où c'est fou comme 300 balles, ça peut complètement changer un bureau. Donc c'est ça. Quand tu mets le doigt dans le Mac Mini, faut ajouter. Je crois qu'aujourd'hui, il faut ajouter, même avec les 4 ports du modèle M2 Pro, Ouais, je crois qu'il faut ajouter un dock Thunderbolt. Faut le traiter comme un MacBook Pro. c'est ça, t'es obligé. Mais bon. Au moins. Mais ça éclaircit des choses. Par exemple, je me posais des questions, je sais que toi aussi, sur les graphismes. Oui, Parce qu'ils ont planté, une des raisons pour lesquelles ils ont planté la dernière puce de l'iPhone, enfin de manière générale, ils ont planté l'iPhone 14. C'est parce qu'ils ont planté les graphismes de la série A. Et là, je trouve ça bizarre, ces histoires de 19 corps GPU et 96 Go. Qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres? Complètement bizarre. Et tu sens qu'il y a des trucs qui se jouent à des échelles industrielles. Et Mark Gurman qui disait qu'a priori, cette puce que j'appelle le M2 Extreme, la puce du Mac Pro, a priori, c'est terminé, quoi. ouais. Et ils vont faire un Mac Pro avec une puce M2 Pro, M2 Max. Tu sens qu'il y a des trucs qui se jouent Ouais. à l'échelle industrielle, que ce que je disais sur le jour où Apple plante une puce, il plante toute la gamme. Très Peut-être clairement. qu'on y est déjà. Ouais. Euh, Non, je trouve que c'est- l'effet domino est là, effectivement. Ouais. je trouve ça super intéressant. C'est toujours intéressant. En fait, Apple, surtout aujourd'hui, je crois, est intéressant dans ses plantages. Parce que c'est les moments où un système fonctionne jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus, quoi, par essence. Et Tim Cook est un homme de système, encore une fois. Et c'est intéressant de voir, quand il est confronté à la crise, comment il en sort, quoi. Et je pense que c'est là où ils sont le meilleur. Et par exemple, le Mac Mini M2 Pro, je pense que c'était clairement pas la machine qui était prévue au départ. Parce qu'ils ont sorti le Mac Studio. C'est vrai, hein. C'est curieux. Hein. Et il y a peut-être quelque chose qui se joue là, qui est le Mac Studio M2, le prochain Mac Studio, on va peut-être avoir des soucis. Le Mac Pro, qui aurait dû sortir l'an dernier, est toujours pas là. Ouais. Et il y a peut-être un côté, bon, on a la place dans cette machine, qui est une machine ultra conservatrice. On peut mettre plus de patates, plus d'alimentation. On peut mettre un plus gros radiateur. On peut y aller quand on peut lâcher les chevaux. On y va. Ce qui fait une machine bizarre, parce que quand tu la spec à fond, c'est le prix d'un Mac Studio, mais au même prix, le Mac Studio est quand même beaucoup plus puissant. Oui. Donc il y a C'est très un bizarre. truc. Il y a un truc qui va pas, mais tu sens clairement que c'est Apple qui dit on fait ça. Parce qu'on peut pas faire autrement. Tiens, prends. Et ce sera très bien pour toi, parce que tu te plaignais de ton M1. Tu voulais du M1 Pro dans une machine grand public. Tiens. Mais je suis pas sûr que c'était le truc qui était prévu dès le départ, quoi. Ouais, tout à fait. Et je pense que certaines machines, genre typiquement l'iMac et le Mac Studio, vont devoir attendre très longtemps leur update. Ouais. Et j'aimais bien ce que tu disais sur le M1 qui était là pour rester. Ouais, c'est la 15 du la 15 du Mac, ouais. Ouais, puis je repensais, donc là, avec les nouveaux HomePod, ça m'a rappelé ces puces qui ont une durée de vie super longue, genre la 6, la 7. Oui. Incroyable. La 14 aussi, je crois, sur l'Apple TV, surtout. Ouais. Moment, ouais. Et peut-être que le M1, c'est ça, quoi. C'est une puce qu'on va traîner pendant 4-5 ans. Je pense. Et une puce que j'aime bien, parce que maintenant j'ai tout qui est en M1, même l'iPad et tout ça. Donc je décidais que j'aimais bien cette puce. Sauf ta montre, je crois. Baf, c'est les mêmes cœurs à la fin. C'est vrai que c'est les mêmes cœurs. Et oui, je sais pas. Peut-être qu'on va se la traîner, cette puce, ouais. Mais c'est fascinant de les voir. Ils ont lancé cette transition littéralement dans un autre monde, quoi. C'est vrai. Non, c'est tout à fait vrai. Je pense pas qu'ils pouvaient personne ne pouvait prévoir de toute façon les difficultés qu'on aurait aujourd'hui et qui vont poursuivre encore jusqu'à au moins 2 ans, c'est sûr. Donc, c'est fascinant de les voir s'adapter à ça. C'est juste un peu dommage que ce soit un contexte où l'innovation ne serve que le matériel. Je pense que j'aimerais bien voir une crise du design chez Apple.
J'aimerais bien voir une crise du... Enfin, je sais qu'on y est, tu vois, mais c'est pas encore acté. Les gens voient pas, je hoche de la tête, mais oui. J'aimerais bien voir comment Tim Cook gère ça, justement. Ou alors comment il externalise ça à une autre personne, parce que je pense qu'il sait qu'il n'a pas les capacités pour ça. Les logiciels, c'est pas... on voit bien qu'il y a des problèmes quand même, quoi. Je veux être optimiste. Et en écrivant sur les 20 ans de Safari, je me suis rappelé de mes 2 premiers gros scoops, qui étaient le premier, la liste de Safari 5, des nouveautés de Safari 5, où c'est nous qui avions scoopé Safari, et Kevin Lynch. L'embauche de Kevin Lynch, c'est moi qui l'avais scoopé. En disant à l'époque, il est dans la division iPod, à coup sûr, la division iPod, ça va devenir la division Apple Watch. Vous savez quoi ? Il avait raison. Et tu vois Jeff Williams, qu'on décrivait comme le Tim Cook de Tim Cook, mais qui est devenu Monsieur Apple Watch. Kevin Lynch, qui est devenu une espèce de super chef produit, qui va de division en division. Et j'ai envie d'être optimiste et de dire qu'on est à l'aube d'une Apple qui est beaucoup plus collaborative et où les attributions de Steve Jobs dans le pouvoir de dire non vont être beaucoup plus distribuées. Et je trouve très intéressant le rôle que joue Jeff Williams, par exemple. Vraiment, quoi. Où c'est à la fois un Tim Cook, un vrai monsieur logistique, qui a lui-même d'ailleurs ses lieutenants qui sont des tueurs, quoi, mais qui en même temps est très clairement devenu un chef produit, un mec capable de dire non à certaines décisions. Et où tu vois les empreintes de Jeff Williams sur l'Apple Watch Ultra. Et j'ai envie d'être optimiste là-dessus. Ou la rumeur sur les Mac tactiles, Gurman qui dit ils vont finir par mettre des écrans tactiles sur les Mac. Et où j'ai vu des gens dire ça veut dire qu'ils vont changer l'interface de macOS. Vous savez quoi ? Non, ça veut rien dire du tout. Rien du tout. Ça veut juste dire que c'est Apple qui est ultra pragmatique et qui voit que ça fait maintenant 10 ans qu'il y a des PC tactiles, qu'il y a toute une génération qui ne sait pas qu'un ordinateur c'est pas tactile. Enfin, un ordinateur au sens conventionnel du terme n'est pas... Et voilà, les gens qui maintenant ont 16, 17, 18 ans et qui arrivent devant un MacBook Air, qu'est-ce qu'ils font ? Ils posent les doigts sur l'écran. Et quand ça marche pas, ils sont déçus. Tout le temps. Et si ces gens-là pouvaient juste appuyer sur un bouton de temps en temps, genre typiquement les boutons des boîtes de dialogue, ou défiler dans le navigateur ou dans une application avec un écran tactile, ça suffirait. Et c'est pas une grosse décision de design. Non. Enfin, c'est pas Johnny Ive ou ces multiples avatars qui ont décidé qu'il fallait absolument mettre un écran tactile. Non, c'est juste... Les gens s'attendent à ce qu'il y ait un écran tactile. De toute manière, les écrans tactiles, ça vaut plus rien. De toute manière... Anthony Nelson Santos, sur son blog, il a écrit le mot expression matérielle et il a dit qu'il fallait qu'on prenne tout le temps les mêmes composants et qu'on les recombine. Dans ce cas, on va prendre les écrans de l'iPad et puis on va les mettre sur les Mac. Mais bien c'est sûr. Logique. Il y a déjà des mini-LED dans l'écran du MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Enfin, il n'y a aucune raison. C'est la même chose. Et c'est tout. Et en plus, ça va très bien avec ce qu'on dit, toi comme moi, et puis plein d'autres, parce qu'on n'est pas le seul à le dire, mais sur le rôle du logiciel, quoi, qui aujourd'hui est juste un vaisseau pour les services et le logiciel, on s'en fout. Et donc on s'en fout que le logiciel soit adapté pour les écrans tactiles. C'est parce que les gens, ils veulent juste pouvoir appuyer sur le bouton OK et défiler dans Safari avec leurs doigts. Point. Et je voudrais pas transformer ce micro-passage dans une newsletter de Gurman en grande théorie philosophique sur c'est quoi Apple dans 10 ans, mais quand même un peu. Et ce truc dommage, toi, là-dedans, enfin, il y a plusieurs trucs dommages, mais un des trucs dommages que je note, c'est que je me rappelle de ce que Jobs disait, parce que oui, autant qu'à faire, autant verser dans la nostalgie mélancolique, irréelle, bien entendu aussi. Je me rappelle que Jobs disait un truc du genre que les gens remarquaient la différence quand les choses étaient bien faites. Et que je crois aussi que, je crois que c'était plus un souhait qu'autre chose, pour beaucoup de monde en tout cas, et qu'en fait, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la différence quand les choses sont mal faites, ou faites de manière médiocre, par rapport aux choses bien faites. Et qu'on peut se satisfaire, enfin beaucoup en tout cas peuvent se satisfaire, moi y compris, de choses très médiocres. Et je crois que c'est pas impossible que ce soit la direction que ça prenne aussi, que les choses sont moins bien finies, mais que ça convienne à l'usage basique en fait. Et je crois qu'il faut aussi reconnaître que à la fin Microsoft et Google font bien le travail dans leur genre. Et Jobs avait une autre phrase qui était sur le progrès des technologies et qu'au bout d'un moment il y avait des présupposés qui devenaient comme l'oxygène, quoi. Et il faut reconnaître un truc à Microsoft, c'est qu'ils ont imposé l'idée qu'un ordinateur pouvait prendre différentes formes. Et les Macs sont vachement plus conservateurs que les PC portables là-dessus. Tellement. Et a imposé l'idée qu'une interface avec la métaphore du bureau devait s'afficher derrière un écran tactile. Ouais. Et aujourd'hui, l'écran tactile sur un ordinateur
encore une fois au sens conventionnel du terme, c'est comme l'oxygène dans l'air, c'est un présupposé, les gens s'attendent à ce qu'il y en ait un. Et ça me déprime de voir la qualité du logiciel Apple aujourd'hui, mais enfin franchement, ils ont autre chose à foutre. La vérité, c'est qu'ils ont autre chose à foutre que ça, quoi. Notamment des casques à réalité augmentée. Non, mais moi, je trouve intéressant. Ça fait 10 jours qu'on prépare cet épisode. On a une note partagée, comme toujours. On a des paragraphes et des paragraphes entiers d'idées. Et le seul produit qu'on mentionne pas, c'est ce casque. Qui soi-disant, devrait être présenté au premier semestre. Et puis finalement, non. Et puis finalement, ils vont faire des lunettes de réalité mixte. Je crois que ça dit tout ce qu'il faut savoir sur ce produit. On n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Ça va être fascinant à observer, mais tu sais quoi, pas avec ces lunettes sur le nez, hein. Je vais garder mes lunettes normales et regarder les gens faire. Mais c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a de pouce et qui s'en fout? Je m'en fous pas d'un point de vue non, bien entendu. Philosophie et réflexion sur l'informatique, mais le produit en lui-même, j'en suis à un degré de je m'en foutitude qui est énorme, quoi. C'est vraiment le genre de produit où on voit l'hystérie fiévreuse des rumeurs, quoi. Et enfin, je trouve ça, c'est débilitant, quoi. Est-ce que tu te souviens, il y a 2 moments qui me rappellent ça. L'hystérie juste avant la présentation de l'Apple Watch. Ouais. Avec même des gens qui faisaient des concepts, et tu fais non mais non. Et quand tu vois l'écart entre les concepts et le produit à la fin, tu fais mais c'est ridicule. Oui, c'est le mot. Et puis juste avant, même d'ailleurs 10 jours avant l'iPad. Avec le Wall Street Journal, l'iPad vaudra $1000, et puis Jobs, dans son fauteuil Le Corbusier, au fait, 500 balles. C'était bien ça. Jusqu'à quel point toute cette hystérie, pour reprendre ton mot, parce que je crois que c'est le bon, elle n'est pas fabriquée par Apple elle-même. Ah, donc ça y est, t'es complotiste. Non mais, on le sait qu'ils font du leak orchestré. C'est vrai. Mais jusque-là, c'était à dose homéopathique. Je me demande jusqu'à quel point on n'est pas... on parlait de déni de service pour l'intelligence artificielle. Jusqu'à quel point Apple fait pas aussi du déni de service auprès de moi et de mes confrères, quoi, pour qu'on écrive de la merde et qu'on sache plus quoi penser et qu'on soit sur le cul quand ce produit arrivera pour de vrai, quoi. C'est très possible. C'est pas du tout la réponse adaptée à ta question métaphorique, mais oui, je verrais bien... Non, je pense que ça sera intéressant. Je sais pas si j'achèterais. Je pense pas que j'achèterais. Je pense que des gens dans ma boîte vont acheter. Le mec. Et du coup, t'avais pas trop aimé, je crois, le communiqué de presse sur l'annonce des M2 et des M2 Pro. Je me demande pourquoi. En fait, le premier communiqué de presse qui est tombé, c'est le communiqué de presse sur les puces elles-mêmes. Ouais. Donc c'était Apple présente le M2 Pro et le M2 Max, les puces de nouvelle génération pour un next level workflow. Et ils annoncent des puces plutôt que les machines. Et par ailleurs, c'est le communiqué de presse le plus mal écrit de l'histoire des communiqués de presse d'Apple. C'est vraiment un communiqué de presse. Enfin, c'est les ingénieurs qui ont écrit le communiqué de presse, quoi. Et ensuite seulement sont tombés les communiqués de presse sur les machines. Et ça dit quelque chose ici de la structure d'Apple, et d'ailleurs maintenant il y a des segments entièrement consacrés aux puces dans leurs vidéos de présentation. Enfin, clairement, les puces c'est un produit à part entière, quoi. Ouais. Mais ça dit aussi quelque chose de... Je crois que je suis vraiment tombé sur quelque chose en parlant des expressions matérielles, quoi. C'est les détails d'implémentation d'un logiciel, les détails d'implémentation d'un service, les détails d'implémentation d'un matériel, on s'en fout. Ce qui compte à l'échelle d'Apple aujourd'hui, c'est la plateforme. Et donc ils ont fait une lettre, EDQ, quoi, qui publie une lettre en début d'année pour dire regardez, ça c'est les services d'Apple, et où c'est service par service, quoi. Ouais. On fait le bilan de là où en est Apple, et c'est vraiment regardez la plateforme Apple Services. Il y a un peu de ça, quoi. Quelque part tu vois maintenant qu'il y a des domaines entiers de l'informatique qui sont trop petits pour Apple. Et pour que ça intéresse Apple, il faut vendre des dizaines ou des centaines de millions d'exemplaires. Il faut parler en milliards d'utilisateurs. C'est une échelle absolument démentielle, absolument incompréhensible. Et du coup, quand nous, on est là dans un podcast à gloser pendant des heures et des heures et des heures et des heures sur le placement d'un bouton ou la couleur d'un truc, ils s'en tapent. Ouais, clairement. Ils s'en foutent. Complètement, quoi. Je suis absolument certain que j'ai raison quand je veux dire ce que je vais dire. Que les petites touches de delight,
d'heureuse surprise ou de ravissement. Ravissement, c'est bien. Dans l'expérience des produits Apple, ces petites touches-là sont faites par des résistants infiltrés au sein de l'entreprise qui, contre leur manager, réussissent à mettre des petits easter eggs comme ça et à, et à trouver, à dire voilà Steve, c'est pour toi. Mais ouais, effectivement, je crois qu'avec le changement d'échelle, enfin, ouais. Je suis très curieux de voir l'après-coup quand même. Je sais pas si ce sera radicalement la même chose, je veux dire dans la même lancée. En fait, parce que Cook a quand même construit cette échelle. Mhm. Et la maintient pour l'instant, mais est-ce que... Mais je crois qu'il l'habite pas. Oui, il construit pour quelqu'un. On est d'accord, enfin, il construit quelque chose, il construit un vaisseau, quoi. Ouais. Je crois qu'on peut faire complètement le parallèle avec Balmer. Et je dis ça avec... Enfin, faut essayer de voir toute la positivité que je peux mettre dans ma voix, ce qui est difficile pour moi. Le pitch plus haut. Mais où je crois que Balmer a été un excellent CEO de Microsoft. mais il a été un très mauvais chef produit. Et c'est deux choses complètement différentes. Et où Satya Nadella aujourd'hui pourrait pas être l'immense succès qu'il est sans l'infrastructure qu'a mis en place Steve Ballmer. Et je crois qu'on comprendra toute l'ampleur du génie logistique et du génie politique, enfin tous les adjectifs que tu as envie de mettre de Tim Cook quand la prochaine génération prendra les commandes du vaisseau et appuiera sur l'accélérateur fort. ou pilera sur le frein et cassera tout, hein, on n'est pas... on n'est pas à l'abri, Mais il manque la courroie de transmission, enfin, ou la courroie de transmission, il y a du mou dans la courroie de transmission. Et je suis aussi un peu déçu qu'on ait pris une semaine de décalage, parce que du coup, j'aurais voulu dire j'ai envie d'un nouveau HomePod, et j'ai envie qu'ils nous présentent Apple Music Classical, et j'ai envie... finalement, ils nous l'ont présenté. Apple Music Classical, toujours pas. Donc, quelque part, tu peux toujours souhaiter maintenant en direct... Ouais, j'ai vraiment envie de voir comment ils vont transformer toute l'intelligence du service qu'ils ont racheté, et notamment la classification. Je veux vraiment voir ce qu'ils vont en faire. Toi comme moi, je pense les deux, on a vraiment envie de voir ce qui. Je continue à penser qu'ils vont faire un truc entre le HomePod et l'Apple TV avec un peu de FaceTime. Il faut tellement pitié. Ils ont cette magnifique image où t'as une grande télé et avec une grande console en dessous de la télé, et les HomePod ils sont peut-être à 4 mètres l'un de l'autre. Qui ? Personne ? Jamais ? Et ce serait parfait de mettre une petite barre de son juste entre les deux là. J'avoue. Ouais. Surtout qu'ils ont tout ce qu'il faut, enfin, en termes de technique, il n'y a aucun problème, quoi. Le son n'a jamais été aussi bon sur des trucs aussi petits. Mais bon, ça marche bien avec l'Apple TV dans l'absolu. Oui. Et j'aimerais quand même voir ce qu'ils vont faire aussi avec les AirPods Max, parce que je crois pas que c'est la fin de l'histoire. Et j'enregistrais un autre podcast avec un collègue et néanmoins ami, Michael, chez Mac Génération, où je disais que je regrettais un peu de ne pas avoir acheté un HomePod, d'avoir laissé passer quelque part ce produit, après avoir chanté ses louanges sur IGN. Et où j'ai de plus en plus le même sentiment avec les AirPods Max, où j'ai écrit que c'était un des tout meilleurs casques, où je continue à penser que c'est un des tout meilleurs casques, et je l'ai eu en tout et pour tout 15 jours sur les oreilles. Et j'ai toujours résisté à jamais sauter le pas, jamais acheter, et j'aimerais qu'il me donne une excuse de le faire, quelque part. Il sera sans doute plus cher bientôt. Donc voilà, c'est tout trouvé. Ça, on peut compter sur eux pour le faire, on n'a pas besoin de donner un conseil à Papa Cook pour ça il sait faire. Putain. Mon Dieu, j'étais presque surpris de voir le prix du Mac Mini entrée de gamme rester quasiment pas cher. Ouais, alors quasiment, ouais. Oui. Et cela dit, les étudiants ont une réduction très importante sur l'entrée de gamme, c'est très bizarre. Oui. Mais fine, très bien. Et tu vois, c'est marrant, mais on n'a finalement pas tant pensé à l'iPad que ça, mais il y a quelque part... Mais qu'est-ce qu'il y a à penser sur l'iPad ? Et c'est ça, il y a presque rien à dire sur l'iPad. Le produit est le produit, il est très bien, il est très bien. Il est incroyablement décevant par rapport à ce que ça aurait pu être, mais dans son incarnation actuelle, c'est le meilleur produit qui pourrait être. Et en même temps, il n'y a pas de concurrence. J'aimerais que Google se dépêche avec sa tablette Nexus, là, il fasse pas Nexus Pixel maintenant, et il fasse des trucs, quoi. Mais
Mais non, ils veulent pas. Ils veulent Enfin, et pareil, je trouve drôle. Alors c'est vrai que ce sera plutôt pour septembre, mais l'iPhone, quoi. Même pas, ça nous est venu en tête de discuter de l'iPhone, quoi. C'est vrai que le 14 a un côté très J'essaie de pas parler anglais dans mes phrases, mais je vais dire underwhelming, je suis désolé. Non, il est pas underwhelming, il est whelming, tout court. C'est encore pire, Anthony. Oui. Oui. Moi, j'étais content de changer parce que j'étais sur le 13 mini, et du coup, il me manque un objectif parce que Et je suis très jaloux. Oui, je sais. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un 14 mini avec 3 objectifs, tiens. Mais bon, jamais, c'est sûr. Et ce qui manque à l'iPad, c'est d'infuser dans le Mac, c'est clair et net. Il y a des rapprochements logiciels, mais enfin, c'est le matériel qui doit maintenant... Mais oui, sur l'iPhone... En fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que l'iPhone et l'iPad sont les produits peut-être les plus mûrs, parce que les Macs sont maintenant moins mûrs, en fait, dans un sens. C'est vrai, ça. Ouais. C'est curieux, hein. Et du coup, c'est ceux qui sont les moins excitants et qui sont censés mourir le plus tôt, quoi, dans un sens. Je pense que Jobs voulait que ce soit le Mac qui meure avant, aurait souhaité, quoi. Et clairement, c'est intéressant la tournure que prennent les événements. C'est comme si les gens, en fait, avaient des besoins qu'on peut pas leur dicter non plus totalement. Oui, complètement. Mais c'est vrai que c'est drôle. J'ai moins de mal à envisager la fin de l'iPhone que la fin du Mac. Clairement, hein. Mais ne serait-ce que parce qu'il faut un appareil pour inventer le futur des autres appareils. Et malgré tout, on conçoit des contenus et on conçoit des applications sur le Mac. Ouais. On n'a pas encore dépassé le Mac pour ça. Et c'est quelque part ce qui a sauvé le Mac en 2014-2015, quand c'était vraiment difficile d'avoir un Mac. C'était un acte de résistance. C'était qu'on n'avait pas le choix, quoi. Et, acte de foi, plutôt. Acte de foi. Quelque part, c'est facile de ne pas utiliser un iPad. Tu vois, ou c'est facile de moins utiliser son iPhone. Hier, je suis sorti sans mon iPhone. Je me suis rendu compte en arrivant au bureau. Gaz. Mais parce que j'ai l'Apple Watch au poignet, j'ai même pas fait gaffe, mais j'ai lancé mon podcast, il était sur l'Apple Watch aussi. Enfin, j'ai beaucoup plus de facilité à imaginer la fin de l'iPhone, vraiment, que la fin du Mac. Et je suis pas blasé, c'est pas le bon mot, mais il y a un côté, ils font ce qu'ils font, quoi, tu vois. Advienne que pourra, enfin tout ça. Oui. Non, mais c'est ça, c'est des produits qui sont sur c'est une partition très réglée maintenant, et on peut pas depuis on va dire à l'iPhone 4, il n'y a plus de possibilités révolutionnaires sur l'iPhone. C'est devenu, il a atteint son form factor le plus parfait avec l'iPhone 4, et puis après c'est que des expressions de ça, des itérations sur ça. Et c'est pareil avec alors l'Apple Watch c'est encore un peu différent parce qu'on a l'Ultra qui montre qu'on peut faire un peu différemment sur le matériel, mais l'iPad c'est exactement pareil, quoi. On a atteint cette espèce de perfection purement matérielle, quoi. Et il y a encore beaucoup à faire sur le Mac, ne serait-ce que l'écran tactile, et il y a encore beaucoup à faire sur le futur casque, ce genre de choses, et les interfaces aussi, les ordinateurs audio, les trucs comme ça, quoi. C'est ça, et l'informatique vestimentaire, je vois que t'as pas voulu utiliser le mot ordinateur. Je m'en suis un peu voulu. J'avoue, je peux refaire si tu veux avec ce mot-là, qui est quand même un des meilleurs mots de la langue française. Merci. Mais la glycémie sur l'Apple Watch, par exemple, ou l'intégration de capteurs, l'utilisation des AirPods comme aussi des capteurs de mouvement, des choses comme ça, c'est des... Tu vois, c'est facile d'imaginer des trucs parce qu'il y a encore énormément de choses à faire dans ce secteur-là. Clairement. Alors que sur l'iPhone, si tu me dis qu'est-ce qui te manque sur l'iPhone, qu'est-ce que tu veux vraiment, à part je veux un capteur énorme et des optiques qui zooment à l'infini sans bump et un écran qui tient dans ma main mais qui en même temps fait 12 pouces. Enfin, tu vois, et une batterie de 7 jours et voilà, ouais. Et une batterie infinie, mais donc des choses qui sont absolument impossibles à réconcilier. Je vois pas de choses évidentes à ajouter à ces produits-là, alors que l'Apple Watch et les AirPods, on pourrait enregistrer 15 épisodes, on n'aurait pas fini d'imaginer le futur, quoi. J'ai eu une vision. J'ai envisionné l'iPhone comme un accessoire portatif, un peu comme un instrument, pas vestimentaire mais presque, qui servirait à avoir les bonnes poses pour, par exemple, des exercices de dos, des trucs comme ça. Et vérifier qu'avec les accéléromètres, tout ça, qu'on est bien stable et tout, ceci, cela, quoi. Et moi, je vais te répondre, posture pâle, on peut faire ça avec les AirPods. Ouais. En fait. non, mais tu vois, c'est le souci, c'est que, en fait, tu peux, de la même manière que quelque part, l'iPhone a concentré, c'est aussi un truc sur lequel j'ai écrit, mais l'iPhone a concentré plein d'appareils et il a ringardisé tout un tas de trucs. Ouais.
Et le PC aussi, il avait fait ça. Quelque part, ce qu'on voit, c'est un mouvement de déconcentration de l'informatique. Et le problème, c'est que quand on dit déconcentration, pas décentralisation, déconcentration, Oui. déconcentration du PC, vous savez quoi, l'iPhone, c'est un PC. On peut le déconcentrer aussi. Et c'est le souci mortel pour l'iPhone, quoi. C'est qu'il est en train de péter, quoi. Ouais. Et toutes les idées que tu peux avoir avec l'iPhone, tu peux dire, bah oui, mais enfin, l'Apple Watch, les AirPods, le casque, enfin, tout ce que tu veux, ça le fera tout aussi bien, voire mieux. Voire mieux. Et vu qu'on a commencé ce podcast à l'envers, est-ce qu'on peut continuer sur la même lancée? Acheter, donc. Bah oui. Allez. Acheter. Bah vas-y, tiens, t'as l'air bien lancé. Alors vas-y, ça t'apprendra, tiens. Je sais que les gens qui nous écoutent veulent des nouvelles de ma bouilloire. On la salue. Elle va très bien. Et maintenant, juste derrière ma bouilloire, il y a un robot KitchenAid. Oh, un robot qui... Putain, mais t'es devenu une ménagère de 50 ans, c'est génial. Violet. Ça existe en violet? Ah mais incroyable. C'est tout. Incroyable. Je pense que vous voyez le thème, là, la bouilloire, la batterie de cuisine, le KitchenAid. Vous voyez la pièce que j'ai décidé d'investir. Ça va être un thème de l'année, je pense. À mettre des choses dans la cuisine pour perdre du poids. Et évidemment, depuis Noël, j'ai pris 4 kilos. C'était quand même très généreux, Noël. Hein. C'est moi qui ai reçu et qui ai reçu toi, donc je vais pas dire le contraire, mais... Et j'avais pas le robot KitchenAid. C'était vraiment super bon. J'étais surpris du peu de temps que vous avez passé dans la cuisine. Il faut que les gens le sachent pour l'an prochain. J'ai pris des leçons chez toi en 2021. Oh. On a passé énormément trop de temps en cuisine. Ouais. Mais c'était très bien par ailleurs. Et c'est un peu comme Apple, tu vois. En fait, tu peux avoir 80% du résultat pour 70% d'investissement. Ça a été le thème du Noël. C'était objectivement moins bien, mais on a une grande capacité au médiocre. C'était le thème du Noël. T'es dur, hein, franchement, t'es dur avec toi-même. Franchement, c'est pas du médiocre du tout. Enfin, c'est toujours les 10%, les derniers 10% qui sont les plus difficiles. Et on parle de différence entre excellent et parfait, quoi. Oui, mais il y a quelques années, ces 10%-là, je les aurais faits et ils m'auraient pris 90% du temps. Et je suis maintenant suffisamment adulte. Adulte, c'est beau mot. C'est bien qu'on n'ait pas choisi le même mot. Intelligent, donc. Pour avoir sacrifié ces 10% restants et avoir libéré 90% du temps. C'est très bien. Et c'est un choix qu'il faudrait refaire quand il faudra le refaire. Est-ce que tu as acheté des choses, Anthony? Question purement rhétorique. Alors déjà, je t'emmerde. Et ensuite, bien sûr que j'ai acheté des choses. Mais j'ai acheté beaucoup de choses parce que c'est un mois où je me suis dit qu'il fallait absolument que j'économise. Du coup, j'ai absolument tout dépensé. Pire que d'habitude. J'ai vraiment un problème médical. C'est pas, j'allais dire je crois. Non, c'est certain. C'est très grave. C'est très grave. Heureusement que j'ai un conjoint qui est un peu plus conservateur que moi. Et du coup, j'ai acheté un bureau, un bureau debout. Un FlexiSpot sur lequel j'avais les yeux depuis très longtemps parce qu'il fait que 100 cm, enfin 1 mètre de longueur. C'est lequel modèle de chez Flexi? C'est celui à 2 pieds ou à 4 pieds? 2 pieds. 2 pieds. 2 pieds. C'est un des modèles. On a testé les 2 modèles chez MacG. J'ai forcé mes collègues à faire 2 articles. Je mettrai le lien dans la description parce que c'est intéressant. Donc on a les 2 modèles, le 2 pieds et le 4 pieds. Avec une comparaison aussi de ce qui vaut mieux 2 pieds ou 4 pieds. C'était FlexiSpot ou c'était une autre marque? C'était FlexiSpot. On a testé le FlexiSpot et on a fait des tests de comparaison avec... comment ça s'appelle? Fully, c'est ça. Et FlexiSpot, c'est mon collègue Nicolas, je crois, qui a testé. C'est ça, oui. Et il avait testé aussi, il lui avait envoyé le truc vélo, la bizarre, la chaise vélo. Ah oui. Et qu'il a renvoyé. Mais je suis presque charmé, parce qu'il y a un peu de ça, par l'éclosion de ce domaine. Et soudainement, c'est devenu une préoccupation du monde de la tech, le bureau. J'ai résisté pendant quelques années quand même. J'ai résisté pendant, allez, on va dire 2-3 ans. Mais vu que mes principes sont ce qu'ils sont, j'ai vite abdiqué. Et je me rends compte aussi, en fait c'est tout con, mais genre l'après-midi, comme le dit le livre,
pourquoi nous dormons et que j'ai pas encore fini, mais que je finirai un jour parce que j'ai un nouveau Kindle qui est fantastique et sur lequel il est très agréable de lire. Merci beaucoup. De rien. Vraiment, beau produit. Peu de défauts. Du coup, après le déjeuner, j'ai une perte d'énergie totale et je m'affaisse complètement sur mon bureau si je suis assis. Et tu sais, limite, j'ai des vertiges et tout, je m'endors, quoi. Et le fait d'être debout, forcément, change ça drastiquement et m'aide à faire les tâches un peu basiques que je peux exécuter dans cet état-là, quoi. Et je suis content d'avoir ça. Et je suis aussi content que ce soit plus large, plus profond que le bureau que j'avais avant. J'aime bien aussi que ce soit un joli plateau en bois très, très élégant. Enfin, je l'aime un petit peu. Je suis un peu amoureux pour l'instant. Nicolas en dit beaucoup de bien. Moi, j'ai le Makiba qui est soi-disant un truc français, mais qui en fait pas du tout français. C'est une boîte française qui importe des trucs de la boîte européenne ça de référence. Ça s'appelle du français lavage. C'est ça. Oh, c'est bien ça. Merci. Et je me rends compte à quel point c'est... Enfin, tu sens la différence entre une journée... aussi. Mais tu sens la différence entre une journée où t'as quand même beaucoup utilisé le bureau assis debout et une journée où t'es vraiment resté assis. Et c'est pas que t'es plus fatigué quand t'es passé beaucoup de temps debout, c'est l'inverse. Exactement. C'est qu'en fait t'es beaucoup plus ankylosé, beaucoup plus refermé sur toi-même, t'as beaucoup plus mal dans le bas du dos. Ouais. Et c'est bizarre quelque part de mettre de la tech pour redécouvrir un truc aussi bête que être debout et marcher. Je parfois. te jure. C'est bien. Non, c'est clair. Mais ça m'a rappelé en fait, un des derniers trucs qui m'a convaincu de passer à l'acte, c'est que je me suis rappelé quand j'étais en Apple Store, quoi. Et j'étais debout toute la journée, mais en fait, je le sentais pas. Et surtout, je faisais 10 kilos de moins. C'est dès que je suis passé sur un travail de bureau et assis, j'ai pris l'augmentation de poids était phénoménale, quoi. Et j'ai jamais perdu ce poids, évidemment. Et en fait, à chaque fois que je parle avec quelqu'un du boulot dans le retail, les gens disent ah ouais, mais être debout tout le temps c'est chiant. En fait non, tu le sens pas, tu t'habitues vraiment à ça. Et t'as pas mal au dos, ça va, quoi. Et c'est pareil, c'est con, mais tu redécouvres ça et se lever, c'est bien. Ouais. Lire. Qu'est-ce que j'ai lu ? Alors, j'ai lu plus de choses que ce que j'ai noté sur ces notes, mais je vais quand même être relativement succinct. Parce que j'aimerais bien qu'on parle du Nick Cave la prochaine fois. Oui. Enfin, si ça vaut le coup d'en parler, parce que j'hésite. D'un côté, je suis très content de l'avoir lu. De l'autre, je me dis, est-ce que ça apporte vraiment des choses différentes de ce qu'on avait déjà dit ? Moi, j'aime bien que dès le 30 janvier, on casse ma promesse de ne pas parler d'intelligence artificielle pendant quelques temps, mais... tu as donc lu. Oui, effectivement, oui. J'ai lu un papier de The Atlantic de monsieur Derek Thompson. Le titre s'appelle Your Creativity Won't Save Your Job from AI. Je te vois hocher la tête de Deliné. J'ai été intéressé par cet article sans non plus être totalement subjugué par le propos. Sans trop rentrer dans le détail, en fait, c'est que ce que j'en ai retiré, moi, c'est que la tech on a cette position, on a tous une position unique, mais on a cette position unique, nous, notre génération, d'avoir connu avant et après la tech telle qu'elle existe aujourd'hui. Et donc, on a cette espèce de position qui est qu'on sait généralement comment utiliser la tech comme un outil et pas comme une source d'information primaire. Dans le sens où, par exemple, ChatGPT ou DALL-E, peu importe, on va pouvoir les utiliser et ensuite itérer sur ça et faire des trucs avec des vrais pros, par exemple. Ça va pas retirer pour nous le rôle de certaines personnes clés et le rôle de la créativité, le rôle de l'esprit critique. Ça va nous aider juste à... Ça va nous encourager dans une flemme, clairement, mais l'effet s'arrêtera là probablement, quoi. Et le fait de découvrir ça plus jeune, je crois, forme forcément la relation que tu as à l'outil, et l'outil t'informe toi beaucoup plus, et t'apprendras bientôt à penser, quoi. Je veux dire, ChatGPT, clairement, c'est la prochaine étape. Et dans un sens, tu me parlais de tes élèves qui étaient intelligents dans ta semaine de la presse, et je te crois.
Et moi, j'ai aussi peur j'ai autant peur de l'atrophie des capacités humaines que de leur bon fonctionnement dans un environnement qui est totalement contrôlé, parce que la tech, elle obéit à quelque chose derrière. Je prépare la campagne de Semaine de la presse de cette année. Par ailleurs, je prépare mon cours de journalisme web pour le master de journalisme qu'on a ouvert au Burkina. Et pour la première fois cette année, je vais être vraiment obligé de faire un truc sur l'intelligence artificielle, pas juste en conclusion, mais vraiment un module complet. Ouais. Et où je sais pas trop par quel bout le prendre, et je suis pas sûr d'être d'accord avec ce que dit le papier de The Atlantic. Le développeur que je citais dans le dernier épisode a écouté le dernier épisode, et on en discute un peu. Je l'aime bien parce qu'il se laisse pas faire. Et on en discute un peu au bureau, et quelque chose que j'ai peut-être pas bien dit dans le dernier épisode, c'est que le chapeau de l'article de The Atlantic, c'est les robots étaient autrefois considérés comme capables de faire seulement du travail routinier et pas imaginatif. Aujourd'hui, ils peuvent écrire des articles et créer de l'art qui gagne des prix. Et c'est pas parce que tu gagnes des prix que c'est de l'art. C'est un très beau point. On est en train de confondre l'esthétique et l'art. Et on est en train de confondre le pastiche et la création. Et un truc que j'ai peut-être mal dit dans l'épisode précédent, et on discutait avec le développeur, c'est que ces outils-là sont pas capables de travail original. Ça n'est que de la recombinaison de travail qui existe déjà. Et je ne crois pas qu'on soit condamné uniquement à la répétition. Et je suis d'accord avec toi dans le sens que, évidemment, ça va devenir, encore une fois, un présupposé, comme l'oxygène dans l'air, tout ça, et ça fera partie des outils que les prochaines générations utiliseront pour penser, et ce sera aussi évident que l'oxygène dans l'air pour ces gens-là. Mais je ne crois pas que ça les condamne uniquement à, justement, la routine pas imaginative. Et je crois que les gens sont capables de créer des articles et de l'art qui gagnent des prix. On peut renverser le chapeau. Et je crois que c'est le piège. Le piège, c'est de croire qu'on est condamné, qu'on est moins humain qu'on ne l'est. Et je pense que la thèse de Thompson, à la fin, c'est qu'on n'est pas humain. Encore une fois, je suis plus optimiste que ça. Affreusement plus optimiste que ça. Bah, on verra bien. Et quand j'aurai raison, tu verras... il avait raison. Et moi, je dirais, oui, j'avais raison. On en revient toujours à la même chose, t'es un putain de conservateur. J'ai lu 2 bouquins, et le premier, c'est peut-être, dès le début de l'année, la meilleure lecture de l'année. Ah ouais. Ouais. C'est comme ces sites qui disent le meilleur album de l'année est sorti, ça y est, il y en a le 2 janvier, quoi. C'est fait. C'est The Real World of Technology de Ursula Franklin. C'est je l'avais évoqué, c'est une collection de ses conférences c'était CBC Macy Lectures en 1989, donc avant le web grand public. Et c'est intéressant parce que finalement elle parle très très peu du web naissant et très très peu de l'internet. Elle parle de technologie de manière générale et du rapport de l'effet des technologies sur nos vies. Je parlais dans le dernier épisode de la machine à coudre, du rôle de la machine à coudre, ça vient de ce bouquin. Et c'est très intéressant parce que, alors qu'elle s'exprime en 1989, tu peux prendre tout le bouquin et l'appliquer au web, l'appliquer aux réseaux sociaux, l'appliquer à l'intelligence artificielle, ça marche. Intéressant. Et comment les technologies... elle parle beaucoup d'environnement. Comment les technologies peuvent détruire le lien humain, peuvent détruire le lien entre les humains et leur environnement, et donc détruire la planète. 1989. 1989. Et la version que j'ai, c'est la 2e édition, qui a été publiée quelques années plus tard, et où elle ajoute 4 petites conférences, mais cette fois-ci après après Internet, enfin après l'Internet grand public. Et où du coup, au lieu de parler de principes, elle parle de pratiques, et elle devient subitement affreusement moins convaincante. Et c'est quelque chose que j'essaye depuis quelques années de penser sur comment j'aborde le journalisme technologique, et quelque chose que je crois qu'on fait bien dans le podcast. Le développeur, dont je parlais tout à l'heure, disait « En fait, vous devriez être dans la catégorie philosophie ». Et je crois qu'il a raison. Non, mais... C'est flatteur. Hein. Incroyablement. Mais parce qu'en fait, plus le temps passe, moins je me fiche des du pratico-pratique et des technologies, des implémentations, quoi. Et plus je suis intéressé par les principes. Et quelque chose qui connaît la cause des choses de Virgile. Encore une fois, merci à ton éducation classique. Mais où j'ai envie d'écrire des choses que je peux relire dans 30 ans et ça marche.
bien sûr. Alors que si je prends mes papiers de chez McG écrits il y a 5 ans sur tel ou tel produit, ça ne marche plus. C'est parce que tu as soif d'éternité et tu as peur de la mort. Non, Non, c'est pas du tout la bonne raison. C'était vraiment Même juste pas. pour t'embêter. Au contraire, ça peut pas venir Je assez tôt. Oh non, dis pas ça. C'est bon. Et quand je vois Ursula Franklin qui est capable d'écrire en 1989 des trucs qui marchent en 2023, Ouais. mais aussi des trucs qui ne marchent absolument pas et se faire prendre par ce piège de je regarde pas plus loin que le bout de mon nez. Pour le journaliste que je suis, le type qui essaie d'écrire sur ces trucs-là, je trouve que c'est une leçon fascinante. Et ce bouquin est précieux, quoi. Les gens qui s'intéressent aux technologies devraient aller le lire. Et un truc beaucoup plus léger, tout le monde a lu visiblement Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabriel Zevin l'an dernier, donc je me suis dit, allez, je vais le lire. C'est un roman sur des créateurs de jeux vidéo, un créateur, une créatrice et puis un troisième larron. C'est Mythic Quest en mieux sous la forme d'un roman. Et tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire. Ok. Écoutez alors. Eh bien, qu'écoutâmes-nous Je vais commencer. Pas grand-chose de nouveau. J'ai écouté la réédition deluxe de Mercurial World de Magdalena Bay, qui a l'incroyable qualité d'ajouter des morceaux géniaux, qui a l'incroyable défaut d'ajouter des morceaux merdiques. Et ma sentence sur les versions deluxe reste la même, c'est mort aux éditions deluxe. Très clairement, flûte à la fin, quoi. Mais j'aime beaucoup ce groupe et je pense que s'ils passent au concert, j'irai les voir. Je crois que j'ai un truc pour la pop rétro-futuriste. Je sais pas trop, j'imagine que c'est ça. Et malheureusement, à mon corps défendant, t'es presque en train de me convertir. C'est pas mal, hein, en vrai. Hein. C'est presque. Pas mal. Mais il y a un truc extrêmement séduisant là-dedans, je ne saurais pas dire exactement ce que c'est. Peut-être que c'est l'alliance de le fait que ce soit des jeunes personnes, mais en même temps qui parlent... Jeunes personnes, putain, j'ai quel âge, moi des jeunes adultes. Non, mais des gens plus jeunes que nous. Putain, plus jeunes que nous, merci beaucoup. Qui parlent de sujets qu'ils n'ont jamais connus de leur vivant, mais que nous, enfin, genre, leur clip, c'est Windows 95, tout ça, enfin voilà, c'est rigolo. Donc t'as un mélange de nouveauté, de nostalgie. Enfin, c'est pas mal, c'est une bonne alliance des deux, je trouve. Je crois que ça nous parle différemment à nous qu'aux gens qui ont le même âge que ces artistes-là. Ouais. Ils seraient surpris de nous voir au concert, peut-être. De nous voir au coup, quoi. Je pense. Et il y a quelque chose qui se joue aussi dans l'écart entre ce qu'ils idéalisent et ce qu'on a vécu. Et j'arrive pas à être méchant avec ces gens-là, ou acerbe, ou... Non. Je trouve assez délicieux qu'ils idéalisent une période qui était franchement pourrie. Et comme avec nous, une esthétique de merde. Mais comme nous, avec les années 70, quoi, c'est pareil. C'est... Totalement. Mais oui, je trouve ça touchant. Je peux pas trouver ça autre chose que touchant. Ouais. Et où, quelque part, c'est eux qui nous aident à nous rendre compte que nos jeunes, nos vertes années n'étaient pas si terribles que ça, et que les fins des années 80 et les années 90, c'était pas mal, finalement. On a connu le Walkman, quoi. Putain, c'est vrai. Et le Minitel. Et c'était bien. C'était pas mal, franchement. Et j'ai écouté aussi The Circle de Yodelis. Alors, je sais pas si tu te souviens de Yodelis. C'était un mec qui avait fait un truc. Il avait sorti un single il y a maintenant 10 ans, 15 ans, 10 ans. Ouais, 2008-2009, non? Quelque chose comme ça. Ouais. 2010? C'est vieux. Et machin là with the flu, là, tu sais. Sunday morning with the flu, je sais pas quoi. Et donc là, c'est très différent. C'est beaucoup plus... acoustico-ténébreux, je sais pas comment dire, des voix un peu tristes, tout ça. Un petit côté Nick Cave vite fait, mais quand même un peu plus solaire que Nick Cave. Bon, pas difficile, tu me diras. Et non, écoute, j'ai bien aimé, ça s'écoute. Après, ça fout un peu le bourdon quand même. Donc, j'ai écouté ça en fait début janvier, quand j'étais encore dans la période un peu festive. Je déconseille l'écoute là. Attendez mars, hein, voilà. Grâce ou à cause, je sais pas comment il faut dire, de mon collègue Nicolas, qui a écrit un article sur le fait que Last.fm avait 20 ans. Et je ne veux pas y croire. J'ai découvert que j'avais encore un compte Last.fm. Alors du coup, je l'utilise parce que pourquoi pas. Et donc, selon mon compte Last.fm, j'ai écouté. On a mis un peu d'informatique dans cette section. Un truc qui s'appelle Escapism, qui est un groupe qui s'appelle Serious Truth, qui selon Last.fm aurait été écouté par seulement 2 autres personnes dans le monde. Tu vois, quand on dit que je suis un peu particulier.
Franchement, t'avais pas besoin de ça pour dire que t'étais un snob. Hein. Ah, totalement pas. C'est du jazz avec une espèce de fond oriental, mais genre un Orient qui va de Tunis à Tokyo, quoi. Wow. Et c'est franchement pas mal du tout. Envoie-leur un mail, hein. Peut-être. Non mais c'est rigolo quand même, je veux dire. Enfin, ils seront contents, je pense. Je pense aussi que le public de Last.fm est plus qu'il était et que en fait on n'est plus que 2 sur Last.fm et c'est pour ça qu'on n'est que 2 à l'avoir écouté. Un truc qui est moins underground, qui est Marius Nesset, qui a c'est pas son dernier album que j'ai écouté, c'est A New Down, qui est mais c'est un album solo et c'est un saxophoniste et c'est rare les albums solo quand t'es saxophoniste. Et c'est intéressant parce que dans la plupart des titres il empile les pistes pour donner l'impression que c'est un groupe, quoi, avec plein de cuivres. Il y a des harmonies, des contre-harmonies, c'est plutôt convaincant, mais finalement les pistes les plus convaincantes c'est la première et la dernière piste de l'album où il est tout seul. Et il prend un thème et il joue avec, c'est des espèces d'infinies variations là, et finalement t'es seul avec le mec avec son saxo, et c'est mieux, c'est pas mal, et j'aime bien le contraste entre les deux, et où finalement c'est moins, parfois c'est mieux. Ouais, t'es devenu bouddhiste en fait. T'as bien les mantras, tout ça. Et puis toujours pour faire plaisir aux gens qui nous écoutent et qui continuent à m'envoyer des messages pour faire ma culture électro, j'ai écouté le 3e volume des improvisations de Waldo's Gift, qui est un groupe d'électro de Bristol. Et c'est pas l'improvisation parce que c'est improvisé. et c'est complètement cool dans le genre. Et il y a un petit morceau qui s'appelle Little Tweety Bird, qui est tombé pile au moment où Twitter se cassait la gueule. Je trouvais ça génial, que j'ai glissé dans l'édition de janvier de Departures, ma playlist. Encore une fois, je mettrai le lien dans la description de tout ça. Et j'aime bien tu penses pas à improvisation quand tu penses à électro, tu penses à un truc très construit et où finalement tu joues sur scène tel que tu l'as enregistré, et où là tu sens que c'est improvisé, c'est léger, Little Tweety Bird, ça marche, ça décrit aussi bien le morceau lui-même, quoi. C'est plutôt cool. J'aime bien l'électro. J'ai eu des recommandations aussi que j'ai toujours pas écoutées. C'est pas du tout une question personnelle, c'est juste que je suis très lent. Rappelez-vous du temps que j'ai mis à lire les Mémoires d'Adrien. Voilà. Donc dans un an peut-être, Alexandre, j'écouterai ce que tu m'as recommandé. Et dans un an peut-être, Angone sur Twitter, je ferai l'intégration de Last.fm que tu m'avais recommandé sur Apple Music. Mais je suis très touché par ces messages, mais je suis horriblement lent. Et continuez, bonjour@podcast.ast.fr, @podcast sur Twitter. Peut-être un jour sur Mastodon aussi, on verra. J'aime pas Mastodon, c'est trop de gauche, hein. Ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Moi, ça me rend anxiogène, quoi. Enfin, non, n'importe quoi. J'ai fait une phrase qui avait aucun sens. Ça me rend anxieux. C'est très anxiogène pour moi. Je vais ignorer tout ça, mais en continuant à envoyer des messages, c'est assez génial. Et merci beaucoup à celles et ceux qui nous en ont envoyé. Regardez. Eh bien, je regarde. Ce qui est facile parce qu'on a regardé la même chose. Oui, c'est vraiment pas mal. J'ai regardé Glass Onion sur Netflix. J'avais envie de détester un peu. Mais tu peux pas. Détester. Non mais attends, j'ai pas fini ma phrase. Vas-y. Ok. Non, en fait, c'est faux, j'avais même pas envie de détester, j'avais envie d'aimer et j'ai aimé. C'est beau, c'est bien filmé, évidemment j'aime de base. C'est Netflix avec ses gros sabots, évidemment aussi, mais on peut faire du fanservice à plein de gens différents. Quand on dit fanservice, c'est un mot qui est quand même un peu compliqué parce que je joue avec Xenoblade Chronicles 2 où les héroïnes ont 14 ans et des gros nichons, comme je dis à chaque épisode maintenant, et je crois que j'ai une obsession avec ça maintenant. Et en fait, on appelle ça fanservice. Je vois pas pourquoi. Pourquoi ? Non. Mais ici, ça reste du fanservice un petit peu, mais c'est exactement ce qu'il fallait. C'est moins sérieux que le premier, mais en même temps plus. Enfin, en fait, je trouve ça merveilleux. Enfin, c'est vraiment un film bien fait parce que tout est cohérent. Tout est harmonieux. Et le titre est exactement ce qu'il veut dire. Tu peux lire ce que tu veux dans ce film, en fait, et en retirer ce que tu veux. Si tu veux que ce soit léger, ce sera léger. Si tu veux que ce soit profond, ce sera profond. C'est cathartique, c'est estival, c'est ce que tu veux. Enfin, c'est très réussi, quoi. Il n'y a pas de problème. J'aime bien Glass Onion parce qu'il y a évidemment le côté oignon, il y a des couches, machin, truc muche, et dans la construction du film aussi, t'es par couche. Ouais. En même temps, Glass, c'est important. L'intrigue est entièrement transparente. Entièrement.
C'est absolument évident. Ouais. À part un twist, mais un twist qui finalement quand il arrive est pas si surprenant que ça, mais et ça décrit bien. Et c'est un très bon contrepoint au premier, donc Knives Out, où Knives Out c'était très sombre, presque un huis clos, et là c'est très coloré, et on sort pendant la pandémie, quoi. On va ailleurs. Brillant ça aussi. Dans le premier, Blanc qui est vraiment, c'est Poirot, quoi. C'est lui qui fait tout. Et là finalement, dans le deuxième, l'intrigue se résout malgré lui, quelque part. Et puis James Bond est gay et au lieu d'avoir une grosse Omega Seamaster, il a une petite Omega de ville. Très belle Omega d'ailleurs. Hein. Superbe, qui a le droit à son shot monumental là, sur la télé, c'était magique. Enfin voilà, c'est du miel, c'est du sirop d'érable, c'est tout ce que tu veux. Ça se regarde tout seul. C'est très très bien. Alors qu'Emily in Paris, la saison 3. Ah putain, j'ai souffert, hein. Je voulais souffrir, mais j'ai souffert pas de la bonne manière. Évidemment, c'est de la merde, mais j'adorais détester, tu vois, saison 1 et 2. La saison 2 encore mieux. Je crois que la saison 2, c'est la plus réussie. Mais la 3, la vache. Là, tu peux pas adorer détester, tu ne peux que détester. C'est un shit show. Ah, c'est dur, là, franchement. C'est dur. Non, c'est vraiment mauvais, là. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte de ce qui marchait dans la 2, et ils ont voulu le répliquer. Erreur fatale. C'est conscient de soi, et c'est un problème. Extrêmement conscient. On est allé, toi et moi, manger le burger Emily in Paris chez McDonald's, et je crois que finalement le meilleur... J'ai écrit cette phrase au McDo, il y a un mois quasiment. Le meilleur dans la saison 3 d'Emily in Paris, c'est le burger chez McDo. Oh, excellent. Très bonne phrase. Et ce burger est pas très bon. Non. Précisons quand même d'emblée.